Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Ali Bergeron-Caron de la Division de la santé, sécurité et mieux-être et on va parler de santé psychologique chez les pompiers. Bonjour Ali, bien content de t'accueillir au podcast du CIM. Merci. Je commence toujours avec la même question. À qui on fait affaire aujourd'hui? Donc, tu es qui, toi, Ali? Moi, je travaille comme conseillère principale en prévention de la santé psychologique. OK. Donc, j'accompagne le CIM là, par rapport à tout ce qui est mandat lié à la santé psychologique, aux risques liés à la santé psychologique. La santé psychologique des intervenants de l'organisation, c'est ça? Donc, des pompiers puis des pompières qui sont en caserne? Oui, bien de tous, dans le fond, pompiers et pompières, les chefs, OK. les préventionnistes aussi, la centrale 911, donc l'ensemble de l'organisation. Tu travailles où physiquement? Tu relèves de qui? J'accompagne, dans le fond, la DSSME, donc la division santé, sécurité, mieux-être. OK, parfait. Donc, en étroite collaboration avec eux. Ça veut dire que toi, tu travailles sous notre, pour les gens qui connaissent moins le CIM, là, toute notre grande famille de la santé sécurité au travail. Toi, c'est un peu dans cette boîte-là que tu travailles. Oui, exactement. OK, parfait. On parle aujourd'hui de santé psychologique pour les pompiers, les pompières. On va regarder un petit peu, qu'est-ce qui est mis en place par l'organisation pour essayer d'accompagner un peu nos pompiers puis nos pompières dans des situations qui sont un peu plus problématiques, mettons, au niveau des interventions. C'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça qu'on commence par mettre les choses en place, là. C'est quoi qui est mis en place pour les pompiers et les pompières au CIM pour les accompagner si jamais il y a une situation psychologique qui est difficile? C'est sûr que au niveau conceptuel, moi, je vais tout le temps à 3 niveaux. En prévention, souvent, c'est primaire, secondaire, tertiaire. Okay. Donc, conceptuellement, je le vois comme primaire, on s'adresse à tout le monde. Okay. Les gens, quand ils vont bien, même, ont besoin de repères. C'est ça leur besoin, de savoir quoi regarder, c'est quoi les réactions qu'il faut s'inquiéter, puis savoir où aller quand on a ces réactions-là. Okay. Fait qu'au début, on donne de l'information, on donne des repères. Au niveau secondaire, quand que les gens sont affectés, mais pas encore de manière permanente, là. Ils viennent de voir une situation traumatique, c'est normal, ça les affecte, c'est des humains. Oui. On s'entend. Fait que quand ils sont affectés, on met des situations, des protocoles en place pour diminuer l'effet de ces événements-là sur les gens. OK. Puis au niveau tertiaire, ben là, c'est quand les personnes sont plus affectées, ça perdure dans le temps. On va essayer d'avoir des ressources spécialisées, des gens pour les accompagner, puis comment aussi prévenir les rechutes, hein, parce qu'ils vont en revoir d'autres, des événements. Ouais. Fait qu'on veut justement les outiller pour qu'ils puissent voir d'autres événements sans trop être affectés. Fait qu'on a 3 niveaux de prévention. J'aimerais ça qu'on revienne, mettons, au niveau primaire, là. Mettons, ça va bien, on est en caserne, on est pompier, pompière, tout roule. Ouais. C'est quoi, de façon plus concrète, la prévention primaire? Tu nous détailler ça un petit peu plus? Ben oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses en prévention primaire parce qu'on va essayer de donner beaucoup d'informations, mais de l'information qui est pertinente et adaptée au travail aussi. OK. Fait qu'on va faire des communications SST, mettons, des bulletins SST, des gestions SST pour les gestionnaires aussi, pour qu'il y ait des outils. On va aussi, les recrues, les cohortes de recrues sont formées. Fait qu'on donne des stratégies de gestion de stress. Fait que déjà là, on les prépare à voir certains événements pour qu'ils puissent avoir des outils déjà dans leur coffre à outils. Puis quand tu parles d'outils, c'est des outils pour être capable de savoir comment réagir. On va mettre un exemple concret. Mettons là qu'on a un appel pour une personne en arrêt cardio-respiratoire. Ouais. On arrive sur les lieux, la personne est vraiment en arrêt cardio-respiratoire. Nous, les pompiers, les pompières, on a des méthodes, des techniques à mettre en place. On travaille avec Urgence Santé, mais l'environnement, supposons que la famille est présente, puis que là, il y a un niveau de stress qui se bâtit parce que l'être aimé est en arrêt cardio-respiratoire, vous nous donnez des outils pour essayer d'être capable de dealer avec ça, c'est tout ça? Oui, puis vraiment, il y a toute une gestion de stress qui peut être faite même à partir de la caserne. Déjà, dans le véhicule,
On peut faire de la respiration diaphragmatique OK. par le ventre pour vraiment venir baisser notre niveau de stress. OK. On peut faire de la visualisation. OK, quand j'arrive sur les lieux, je sais qu'il faut que je fasse ça, ça, ça. Fait que comme ça, on vient diminuer le stress, puis on vient qu'à avoir une meilleure analyse aussi sur le terrain. Parce que quand on est prêt avec le stress, notre cerveau, il se met comme à off. OK. Fait que des fois, on prend des décisions, puis on prend un peu le mode automatique, tandis que quand on vraiment baisse notre stress, on arrive à mieux analyser, mieux répondre. Ça veut dire qu'on est, en fin de compte, vous donnez des outils pour être capable de bien reconnaître que je suis en situation de stress élevé, puis que je dois diminuer ça pour être capable d'être le plus efficace possible. Exact. Moi, je suis un vieux pompier. Puis au début, ce qu'on disait, c'est que les gens qui étaient stressés, il y avait une vision tunnel. Mettons un officier qui arrivait devant un incendie, puis là, OK, là, on sait bien, c'est un stressé. Puis là, il y avait comme une vision tunnel. Ouais. Est-ce que c'est ça qu'on essaie d'éviter? Est-ce que c'est ça qu'on essaie d'éliminer le plus possible? Effectivement, oui. Souvent, on va focusser sur 2-3 éléments, puis on perd la vision globale de l'intervention. Donc, oui, quand on fait ces stratégies-là de gestion du stress, bien là, ça enlève cette vision-là, ou du moins, ça permet de limiter là, les impacts. Les impacts. OK. Donc, je reviens à mon exemple. On a une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire. On s'en va sur les lieux. On fait nos petites méthodes pour essayer de focusser sur notre travail. On fait l'intervention. Le patient est envoyé vers le centre hospitalier. J'ai peut-être trouvé ça un petit peu plus difficile que je pensais, cette intervention-là. Mm-hmm. Peux-tu nous parler un peu plus de la deuxième étape, la prévention secondaire? Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a comme 2 types d'événements. Okay? Il y a des événements qui vont affecter plus globalement la plupart des intervenants. Okay. On parle des interventions sur les enfants, des interventions dramatiques avec des victimes multiples. Là, d'emblée, on sait que ça devrait toucher, ou même des interventions, surtout qui touchent d'autres pompiers, qui passent proche de mourir ou qui ont des blessures graves. Ça, c'est clair que les gens vont être affectés. Ça, c'est certain. Okay? Fait que déjà, on peut mettre des choses en place de manière automatisée. OK. Il y a d'autres événements qui vont venir affecter, mais plus de manière individuelle. Quand la personne, elle intervient, mettons, sur justement la personne qui est en arrêt cardiaque, puis qui a les mêmes caractéristiques que sa mère ou que son père, c'est des interventions qui vont être très personnelles parce qu'on va venir faire un lien avec notre vie personnelle. Fait que ça va venir nous affecter, mais de manière un petit peu plus individualisée. Ça veut dire que cette intervention-là, si on est 4 pompiers-pompières sur le lieu, un de nous 4 pourrait être plus affecté parce qu'il y a comme une association qui est faite avec sa vie personnelle, puis les 3 autres, ça serait un appel normal comme ils en ont déjà eu, puis ils vont en avoir encore. Exact. OK. Comme ça, pour être plus affecté, ou peut-être qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la vie d'un intervenant. Mm-hmm. Peut-être qu'il y a d'autres situations similaires, puis là, c'est comme le 5e dans sa semaine qui a le même caractéristique. Fait que ça pourrait définir pourquoi il y en a qui réagissent plus que d'autres face à ces interventions-là. J'aimerais ça que tu reviennes à la partie plus automatique. Tu sais, tu as parlé, mettons, quand des pompiers sont affectés ou qui sont impliqués ou quand il y a plusieurs victimes, des choses comme ça. Tu as parlé d'automatisme. Ouais. Peux-tu nous expliquer un peu plus qu'est-ce qui est mis en place à ce niveau-là? Quand il y a des interventions, justement, qui sont décelées comme à risque, on peut déployer un protocole de soutien pour blessure de stress opérationnel. OK. Ce qu'on appelle protocole 1048 dans le langage code d'appel. Ça, c'est dans nos codes à nous de service d'incendie. On a un code qui est associé à ça, aux blessures de stress opérationnel. Oui. OK. Fait que c'est géré avec le centre d'appel 911 du CIM. OK. Et les intervenants sur place, ça peut être l'officier qui le demande, ça peut être le pompier qui le demande, ça peut être le chef qui... Fait que ça, c'est mis en place dès qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont affectés par l'intervention. OK. Ça permet de mettre le camion indisponible pendant un temps. OK, donc il répond plus aux appels. Exact. OK. Puis, dans le fond, c'est pour reprendre un état d'équilibre pour faire baisser la poussière de cette intervention-là. C'est quand on n'a pas les capacités pour revivre un autre événement tout de suite après celui-là qui vient d'être intense puis qui vient de prendre beaucoup, beaucoup d'énergie au niveau du stress des intervenants. OK. On peut, je continue, ouais, vas-y. Avoir, dans le fond, au niveau du soutien offert, il y a tout le temps un chef aux opérations qui est associé à l'unité hors service. Fait qu'il vient déjà offrir un soutien de proximité. Parfait. Après, on peut demander d'avoir un père aidant du service incendie ou même une ressource externe du programme d'aide aux employés qui vient, se déplace en caserne puis fait une espèce de rencontre de groupe puis individuelle aussi.
Fait que ça, c'est des automatismes qu'on a mis en place au service d'incendie pour être en mesure de répondre à une situation problématique qui pourrait affecter l'équipe d'intervenants. OK. Tu parlais d'un chef aux opérations qui se déplace, tu parlais d'un père aidant, tu parlais de services plus professionnels. Le chef aux opérations se déplace de façon automatique. Le père aidant, puis l'autre niveau du service professionnel, à quel moment on les met en fonction ou à quel moment on les appelle? C'est quoi y a-t-il une procédure par rapport à ça? On y va, c'est dans les zones grises. On y va vraiment à la demande des pompiers ou pompières qui pourraient vouloir ce type de soutien-là. OK. Parfois, ils préfèrent parler à quelqu'un de neutre qui n'a pas nécessairement vécu l'intervention. Mm-hmm. Fait qu'ils peuvent avoir un père aidant, mais s'ils veulent une ressource plus spécialisée santé psychologique, ils peuvent demander aussi l'intervenant externe. Fait que ça peut être les deux, ça peut être un ou l'autre, ça peut être... Il y a toute la variabilité possible là, par rapport au soutien. Fait que quand tu parles de zone grise, c'est parce que ça vient selon le besoin de l'équipe à ce moment-là, suite à cette situation-là. Exact. Il y a une recette déjà d'établie, un protocole, mais on est capable de s'ajuster dépendamment des besoins spécifiques des gens. Puis on a beaucoup de questions sur ça devrait être combien de temps? Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Cet arrêt-là, bien, ça aussi, on n'a pas de réponse toute prédéfinie. Il y en a qui vont prendre 10 minutes. Tu sais, si le retour à l'équilibre revient, ils ont repris l'énergie, ils ont mangé quelque chose. Tu sais, des fois, c'est ça. On est correct, on repart, puis ça va bien aller. C'est juste, des fois, un petit moment de pause qui permet de faire ça, mais ça peut aussi être quelques heures. Là. Ça dépend de la situation, ça dépend du nombre de personnes affectées. Donc, Puis est-ce que ça se fait, le débriefing, parce que tu sais, on a déjà vécu, moi j'ai déjà vécu des débriefings en groupe, où on s'assoyait, il y a un psychologue tout de suite qui s'en venait à la caserne, puis là il disait « OK, ben parlez-moi ». Mais là, on est tous devant nos confrères, consoeurs, puis là, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est le même modèle? Je pense que ça a changé un peu, hein, ça, une manière de fonctionner là, ou... Oui, bien dans le fond, avant, ils faisaient des débriefings psychologiques qu'ils appelaient. Donc, c'était vraiment axé sur, OK, on fait éclater la ballonne émotionnelle. On s'attend à ce que le monde pleure. Puis, fait que c'était vraiment axé sur les émotions. Mais là, on va s'éloigner un petit peu plus de ce modèle-là parce qu'on a vu que ça pouvait être contagieux. Fait que ce modèle d'intervention-là pouvait amener des réactions chez d'autres personnes qui n'avaient pas nécessairement été exposées de la même façon. Fait que là, c'est super intéressant, pour éviter justement d'induire des réactions de stress chez les autres, on a une nouvelle façon de faire. On a formé l'ensemble des pères aidants aussi à cette méthode-là. On appelle ça les premiers soins psychologiques. OK. Fait que c'est basé plus sur les besoins des personnes. OK. Donc, on va pas nécessairement faire parler tout le monde autour de la table. On va y aller selon le naturel plus de la personne. Puis, qu'est-ce que tu as de besoin en ce moment pour aller mieux? Fait que des petits pas, puis aussi des suivis dans le temps. Fait qu'un peu plus étalé, mais vraiment sur les besoins de la personne et non pas sur comment ça t'a fait vivre cette émotion-là, pourquoi tu t'es senti si impuissant. Fait qu'on va pas aller dans le côté plus émotionnel de l'intervention. Ce qu'on faisait avant. Fait que là, si je comprends bien, tu dis plus, moi, mettons que je suis sur cet appel-là, j'ai été mis en indisponibilité avec notre code 1048. Je retourne à la caserne, puis là, vous allez voir avec moi, personnellement, qu'est-ce que moi, j'aurais besoin. Puis je pourrais juste simplement dire, regarde, donnez-moi une demi-heure, je vais aller prendre une douche, je vais aller me changer, je vais manger un petit peu, puis on se reparle, puis l'autre personne va peut-être dire, ben moi, il faudrait que je ventile, il faudrait que je parle tout de suite. Oui. L'autre va peut-être juste dire, je vais appeler ma blonde, puis je vais parler à mes enfants pour être sûr que tout est clean, puis ça va être correct. Fait que c'est un peu ça, là. Fait qu'on adapte selon les besoins de chacun. Exact. OK. Puis chacun, justement, c'est ça qu'ils se sont rendus compte, là, chacun avait des besoins très différents suite à un événement. Donc, c'était pour ça qu'on a fait cet ajustement-là. Ouais. OK. Toujours mon événement problématique, ou pas problématique, mais notre événement qui peut être plus potentiellement traumatique. Potentiellement traumatique. J'aime, c'est ça, il faut que j'utilise comme terme. J'ai mon arrêt cardio-respiratoire, on l'a fait. On est revenu en caserne. On a décidé de mettre le code 1048 en fonction parce qu'on se sentait un petit peu bouleversé par la situation. Mettons qu'on suppose qu'un père aidant est venu en caserne. Donc, un père aidant, c'est quelqu'un de l'organisation qui assume ce rôle-là de façon
volontaires. C'est des volontaires qui ont été formés pour faire des premiers soins psychologiques, mais aussi en prévention du suicide, aussi en dépendance. Donc, des personnes de l'organisation, officiers, pompiers, pompières, qui sont un peu plus formés au niveau de la santé psychologique. OK. Malgré ça, il y a un membre de notre équipe qui reste accroché à l'intervention, puis là, je vais donner des signes, tu me diras si je suis correct ou pas, là, mais tu sais, je sais pas, difficulté à dormir, fait des cauchemars ou des choses comme ça. Est-ce que là, à ce moment-là, on tombe dans la partie 3 de prévention tertiaire, si tu veux? Effectivement, quand que les réactions, tu sais, c'est normal d'avoir des réactions tout de suite après l'événement parce que t'es comme en période de choc, là, tout le monde est humain, c'est un gros stress, fait que c'est normal d'avoir des réactions. Quand on voit que ces réactions-là perdurent, quand on continue à faire des cauchemars, qu'on est plus irritable, qu'on est aussi plus réactif, des fois, des petites choses qui arrivent, là, on va réagir fortement. Impatience. Oui. OK. Ou qu'on reste plus dans la culpabilité. Ah, j'aurais pu faire mieux. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Ça devrait pas arriver, ces choses-là. Okay. Quand on reste dans ces réactions-là, dans le fond, même au-delà d'une semaine, 2 semaines, ben là, ça veut dire que ce qu'on a fait à date, les stratégies qu'on a mises en place à date, ils n'ont pas fonctionné. Ça se rétablira pas avec le temps nécessairement, là. Donc là, il faut aller chercher effectivement des outils, des personnes dans notre équipe. Il faut s'outiller, il faut s'entourer pour justement aller chercher de l'aide. Le temps n'arrange pas nécessairement les choses. Bien, au départ, oui, ça peut s'arranger, mais quand on voit que ça perdure, bien, on est mieux d'aller chercher tout de suite avant que ça soit plus chronique puis qu'on tombe vraiment dans un diagnostic. Souvent, les diagnostics prennent quelques semaines ou même un mois à arriver. Fait que quand on est rendu là, c'est parce qu'il est un peu tard pour aller chercher de l'aide. Si on prend à l'avance, on risque de s'en remettre avant d'avoir vraiment un diagnostic clair, là. C'est quoi ces éléments-là en prévention tertiaire qu'on peut aller chercher? Est-ce que là, on rencontre un psychologue? Est-ce que c'est quoi qui s'est offert? Bien, il y a plusieurs choses, là. C'est sûr que on peut parler à des proches. Déjà, d'en parler, ça va être une première étape. On peut aller voir un parent aidant. Un parent aidant qui comprend notre situation, qui vit les mêmes interventions que vous. Puis, il va pouvoir vous orienter vers la bonne ressource. Fait que déjà là, si on veut pas faire le travail de chercher la bonne ressource, parce que des fois, on s'essaye à plusieurs, puis là, ça marche pas, puis on comprend pas pourquoi, le parent aidant va pouvoir bien cibler quelle ressource. Sinon, il y a le programme d'aide aux employés. Le programme d'aide aux employés qui offre une gamme de ressources assez globale. Donc, au niveau de la santé financière, santé, même service juridique, nutrition, entraînement. Donc, vraiment une gamme et aussi psychothérapie. Par rapport à ce que vous vivez au travail, aux événements traumatiques, le Centre d'études du trauma va être une ressource qui est spécifique pour ces blessures-là. OK. Je suis content que tu m'amènes sur cette piste-là parce que là, on va parler du programme d'aide aux employés puis on va parler du Centre d'études sur le trauma. J'aimerais ça qu'on fasse la différence entre les deux parce que dans le jargon pompier, on connaît le Centre d'études sur le trauma comme étant le CET. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que quand je tombe dans une situation de prévention tertiaire, est-ce que je fais affaire avec les deux? Est-ce que je choisis? Comment ça fonctionne, cet élément-là? Bien, c'est sûr que vous pouvez toujours choisir laquelle ressource vous allez. Quand que ça découle d'une blessure de stress opérationnel, là, je vais le définir pour que tout le monde sache de quoi qu'on parle ici, parce que c'est assez large. C'est un terme un peu fourre-tout dans le jargon psychologique. Dans le fond, c'est toute blessure psychologique. Fait que tout impact psychologique, là, si on développe une vision du monde différente, si on est irritable, dépressif, qui persiste dans le temps suite aux opérations. OK. Fait qu'on parle de troubles de stress post-traumatique souvent, mais il y a aussi, ça peut être au niveau des troubles de l'humeur, donc la dépression, puis l'anxiété ou même les troubles de consommation. OK. Fait que c'est assez large, mais ça doit découler du stress opérationnel. OK. Fait que des événements que vous pouvez voir, des interventions potentiellement traumatiques. Une blessure de stress opérationnel ne peut pas être engendrée par une séparation. Non. Une blessure de stress opérationnel, c'est vraiment un accident de travail. On peut-tu dire ça? C'est un accident de travail ou je sais pas si je peux aller si loin que ça dans ma... C'est un incident au travail. OK. Parfait. Parce qu'il n'y aura pas nécessairement tout le temps d'arrêt de travail associé. OK.
mais effectivement, ça découle du travail. Parfait. Comme on pourrait s'étirer un muscle au travail ou avoir une blessure au genou, c'est un peu l'équivalent au niveau santé psychologique. OK, donc on a défini qu'est-ce que le BSO, donc la blessure de stress opérationnel. Est-ce que tu voulais définir aussi l'événement potentiellement traumatique, tant qu'à être dans les définitions? Bien, souvent, ça va un peu ensemble parce que la blessure de stress opérationnel va être causée souvent par des interventions potentiellement traumatiques ou des événements potentiellement traumatiques. C'est quand que les intervenants sont en contact avec la mort, des blessures graves, donc la violence sexuelle aussi. Mais il faut vraiment qu'il y ait une perception de menace à l'intégrité de la personne. OK? À l'intégrité de l'intervenant? Bien, pas nécessairement. OK. Ils peuvent être, oui, au niveau direct, victimes. Si on va sur une intervention, un accident de la route, bien, si le camion a l'accident, bien, c'est sûr que les intervenants pourraient avoir perçu danger de mort, menace de mort pour eux. Fait que là, ils sont victimes directement. Parce que le camion de pompier a eu l'accident. Oui. OK, c'est beau, parfait. Mais s'ils s'en vont sur un accident de la route, mais c'est pas le camion de pompier, c'est un accident de la route, comme vous pouvez répondre. Oui. Là, vous êtes témoin, mais c'est aussi une intervention potentiellement traumatique, même si vous êtes témoin. Fait que c'est comme deux façons d'être exposé, soit en étant victime directement ou soit en étant témoin. Puis quand tu parlais de menace à la vie, ça veut dire que la personne qui est notre citoyen qui a fait le 911 ou qui est blessé, ça pourrait être aussi l'atteinte à sa vie à elle qui pourrait être traumatique. Effectivement. OK. En contact avec la mort. Fait que le nombre d'appels d'arrêt cardiaque que vous faites, de contact avec des blessures graves aussi, les chocs anaphylactiques rentrent là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui rentrent là-dedans. Ça représente, on l'a calculé au CIM. Oui. C'est ça représente à peu près 15% de vos appels au niveau des premiers répondants. C'est surtout ceux-là qui vont venir. C'est surtout là, parce qu'au niveau incendie, on voit des choses aussi, mais on est moins exposé qu'au niveau des premiers répondants. Exact. OK, fait que tu dis qu'au niveau du service d'incendie, annuellement, c'est à peu près 15% de nos appels qui sont événements potentiellement traumatiques. Oui. OK, parfait. Je suis content parce que je trouve que je suis pas pire. Bien, c'est ça. Il y en a qui ont des super stratégies d'adaptation. Ouais. Fait qu'ils vont arriver à gérer ces événements-là. Puis, il y en a qui vont apprendre ces stratégies-là au fil du temps. OK. Puis, il y en a d'autres qui, justement, il faut travailler un petit peu plus fort pour Parfait. arriver. Je reviens à ce qu'on disait tantôt, le programme d'aide aux employés puis le centre d'études sur le trauma. Tu as dit que le programme d'aide aux employés offrait une panoplie de services, que ce soit, comme tu parlais, sécurité financière, psychologique et autres. Tu peux nous parler un peu plus du centre d'études sur le trauma? C'est un centre d'études, donc est-ce qu'on va m'analyser? Est-ce qu'on va faire des données avec moi? Pourquoi? C'est quoi ce bébite-là? Dans le fond, le centre d'études du trauma, oui, a une fonction où, dans le fond, ils font de la recherche. De recherche, OK. Effectivement. Mais le volet auquel on fait affaire au CIM est principalement des thérapies. OK. Ou de la psychoéducation. OK. Fait qu'il y a comme deux volets. Que quand vous appelez, vous pouvez avoir accès, fait que ce soit de la psychoéducation ou de la thérapie un petit peu plus long terme là, pour justement revenir sur plusieurs événements que la personne pourrait avoir vécu. Tu peux-tu faire la différence entre les deux pour nous? La psychoéducation versus la thérapie, c'est quoi la différence? La psychoéducation va vraiment venir quand que vous n'êtes pas nécessairement encore en trouble de stress post-traumatique ou en... C'est vraiment précoce. OK. Puis au niveau de vous outiller. Fait que comprendre qu'est-ce qui vous arrive, comprendre les réactions, pourquoi je fais autant de cauchemars, puis vraiment vous outiller par rapport à ces événements-là. Tandis que la psychothérapie, là, souvent, c'est des personnes qui sont un peu plus affectées, sont déjà dans le trouble de stress post-traumatique ou dans les symptômes plus graves. Fait que là, on va venir déconstruire un petit peu petit à petit. Est-ce que c'est correct de dire que la psychothérapie va être beaucoup plus longue que la psychoéducation ou il n'y a pas de temps déterminé ou il y a... Ça peut dépendre. OK. Mais généralement, c'est plus long la psychothérapie. OK. Parce qu'on est à un niveau qui est plus... on est plus affecté, en fin de compte, au niveau psychologique. Puis des fois, même, on peut commencer avec la psychoéducation, aller chercher certains outils, faire de la psychothérapie, puis après ça, on est outillé pour revenir au travail. Okay. Donc.
On tombe dans des choses qui sont très personnelles. Si, tu sais, nous, les pompiers, on est très fiers, on n'aime pas ça parler de nos problèmes. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles de confidentialité. Elle est où la confidentialité là-dedans? Puis est-ce qu'elle est béton? Parce que moi, j'entends des fois des gens dire ouais, parlons de confidentialité un petit peu dans ce processus-là. La confidentialité au niveau des services, elle est béton. OK. On n'a aucune idée qui consulte. OK. Vous, à la santé sécurité au travail, la division de santé mieux-être, vous n'êtes pas au courant de rien? Non. OK. On a des chiffres associés à des personnes, mais on ne sait pas c'est qui. OK, parfait. Fait que c'est dénominalisé. OK. Puis, on a un nombre de suivis, mais on n'a aucune manière de savoir. On n'a pas de région, on n'a pas dans quelle division qui travaille, on n'a pas de manière de savoir c'est qui. OK. Autant pour le PAE que pour le CET. Vous avez des chiffres par rapport au nombre de personnes qui pourraient avoir consulté durant l'année. On va dire, mettons, 15, 20, 30. Oui. Mais vous n'avez aucun autre détail par rapport à ça. Exact. Parfait. OK. Comme ça reste confidentiel. La confiance aussi, c'est la pierre angulaire. Là. Si les gens ils pensent qu'ils vont consulter puis que les autres vont pouvoir le savoir, c'est sûr qu'on perd la confiance puis que les gens ne voudront pas aller vers cette ressource-là. Fait que c'est pour ça qu'on la protège, là, la confidentialité à tout prix. Puis c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est normal là, dans le milieu. Ouais. Parfait. Donc, on a parlé de prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. Là, si je comprends bien, la prévention tertiaire, c'est plus au niveau du traitement parce qu'on est vraiment plus affecté. Mm-hmm. Primaire, c'est des outils pour essayer de se pas prévenir, mais de se préparer à faire face à ça. Puis secondaire, c'est on a vécu une situation problématique, puis on essaie de dealer avec ça. Puis, oui, OK. Exactement. OK, super. On fait quoi si on ne file pas? Mettons là que je fais quoi? On ne sait pas, ce qui se passe, on file moins. Bien, c'est sûr que je trouvais ça drôle. Là. J'ai fait une entrevue avec un officier d'expérience. Ouais. Puis justement, il parlait des moments où est-ce qu'il filait moins vraiment. Là. Puis j'ai demandé à la fin de l'entrevue, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en tant que recrue? Mm-hmm. Quand tu rentrais, c'est quoi le message que tu aurais aimé avoir pour justement ce moment-là? Puis il disait, il faut en parler. Okay. Il faut en parler parce que c'est le premier pas à faire. Puis après ça, la pression diminue. On n'est plus tout seul avec notre histoire. On se rend compte qu'on n'est pas non plus tout seul à vivre ces choses-là. Souvent, on vient qu'à penser qu'on est tout seul à réagir parce que les autres le cachent aussi bien comme nous. Fait que tout le monde le cache bien. Fait qu'on pense qu'on est tout seul à vivre ces réactions-là, mais non, il y en a d'autres. Puis, je pense que c'est important justement d'en parler à une personne de confiance au départ. J'aimerais ça qu'on parle d'un... Je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est la réalité, mais moi, j'ai été officier en caserne. Avant d'être chef, j'étais officier en caserne. Puis de ce que je me rappelle, c'est si un de tes pompiers, pompières, tu sembles comprendre qu'il ne file pas, quoi que ce soit, tu ne peux pas faire les démarches au PAE pour cette personne-là. Il faut que la personne le fasse elle-même. Mm-hmm. Un, est-ce que c'est vrai? Puis deux, comment on fait comme officier, responsable d'équipe ou personne amis, collègues, qui voit qu'un de nos amis, collègues, ne semble pas filer. Tu vois-tu un peu comment on fait quoi avec ça? Effectivement, on ne peut pas faire les démarches à leur place. On ne peut pas appeler au programme d'aide aux employés à la place de la personne. OK? Puis la personne, il faut quand elle-même appelle, elle se sent aussi compétente face à prendre soin de soi. OK? Fait qu'il ne faut pas y enlever ce sentiment de compétence-là. Oh, c'est important, ça. OK? Fait qu'en faisant... Il faut l'accompagner, par exemple, parce que des fois, justement, elle ne s'en rend pas compte. Fait que de nommer très objectivement, j'ai remarqué que tu avais l'air de moins bien dormir de ce temps-ci, tu étais un peu plus irritable au dîner hier, mettons, avec nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Est-ce que ça va de... Puis vraiment prendre le temps, puis essayer de faire ça aussi un à un. Moi, pas quand tout le monde est là, effectivement. Fait que de vraiment faire des approches puis de dire qu'on est inquiet pour la personne, c'est là que ça va peut-être venir sonner des cloches. Puis parfois, je pense que les gens s'en rendent juste pas compte aussi, ou on le voit pas. On est pris dans l'opération puis dans les activités. Puis on est fiers.
un peu Un peu de ça. fait que c'est ça. Fait que des fois, juste de nommer, d'avoir une vraie conversation avec la personne pour dire, écoute, je suis pas un professionnel, mais je connais certaines ressources qu'on a accès. Puis les professionnels, vous êtes des professionnels qui aident les citoyens. Mm-hmm. Bien, les professionnels au niveau de la santé psychologique sont là pour vous aider. C'est ça leur travail. Puis vous n'êtes pas le premier, puis vous ne serez pas le dernier. Ouais, fait que, des fois, il faut aussi faire appel aux outils qui sont disponibles pour nous autres. Ouais, c'est un bon point que tu amènes parce qu'on est surtout porté, en tout cas, je parle pour moi, de dire, ben moi, je suis là pour aider le citoyen, la citoyenne, puis qui m'aide, moi, ben, je n'ai pas besoin. Et moi, je suis capable de m'organiser avec mes affaires. Fait que, OK. Oui. Ben, c'est pas facile d'inverser le rôle. Oui, je pense que oui. Vous êtes habitué de porter l'aide, Mm-hmm. puis de vous aller chercher de l'aide, c'est pas facile, là, comme. Puis il faut s'enlever dans la tête que c'est honteux. C'est pas honteux de demander de l'aide. Parce que si on veut perdurer dans notre carrière puis avoir une après-carrière qui est intéressante, il faut quand même. Oui. Ben, quand on a mal au dos, on va voir un médecin. C'est exactement là que je m'en allais parce que depuis le début qu'on fait le podcast ensemble, toi puis moi, tu parles de la blessure psychologique comme étant une blessure physique. Comment tu parles, puis là, tu arrives avec l'exemple du dos. Toi, tu vois vraiment ça comme ça. Là. C'est vraiment la même chose pour toi. Là. Il faut s'en occuper autant que si j'ai un bras cassé. Là. Oui, puis ça peut être aussi handicapant pour la personne. Fait que, tu sais, on marcherait pas sur une cheville foulée. On prend du temps pour la mettre en hauteur, pour mettre de la glace, pour justement y laisser le temps de guérir. Mais c'est la même chose au niveau psychologique, là, parce que si on prend pas le temps, bien, ça prend aussi des soins qu'on doit mettre en place. Puis il y a des choses qu'on peut faire par nous-mêmes, puis il y a des choses qu'on peut pas faire par nous-mêmes. Ouais. Comme si on a une jambe cassée, on peut pas la réparer par nous-mêmes. C'est la même chose. OK. Oui, c'est une manière d'un peu différente de voir les choses, mais je pense qu'il faut arriver là parce que c'est comment gérer notre santé de manière aussi mature et sainement. Puis d'atteindre un certain équilibre. Puis de continuer à être capable d'offrir le service. Oui, parce que les gens que j'ai rencontrés au service incendie, c'est des gens qui sont engagés, mobilisés, qui aiment leur travail. Fait que pour pouvoir perdurer dans le temps puis pas être affecté, on veut pas que personne retourne chez eux avec une main manquante ou des doigts. Ouais. C'est la même chose au niveau de santé psychologique. Encore le même parallèle, mais ça s'applique. On veut pas que les gens finissent leur carrière en arrêt de travail, en dépression à la maison, puis finalement partent à la retraite comme ça. C'est dommage, après plusieurs années de service, de finir des fois. Fait qu'il y a des outils, il y a des choses qui existent. Il faut juste passer la barrière de la fierté pompier puis les utiliser pour être capable d'être capable de gérer tout ça. Puis comme tu dis très bien, de régler la jambe cassée ou la cheville foulée, on s'en occupe. C'est la même chose en santé psychologique. Oui, mais de plus en plus, les gens en parlent. Ça s'en vient l'ouverture par rapport à ça. Il y a des modèles aussi qui ont consulté, qui en parlent ouvertement. Fait que ça aide beaucoup dans la culture. Ali, le temps passe très vite. C'était super intéressant. Je te remercie beaucoup, beaucoup d'être venu parler de ça avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et alors, nous, on se laisse là-dessus et on se voit dans le prochain épisode. Merci.